Bonjour Joël, Bonjour, tu viens de finir ton lancement, tu es content? Ben oui, je suis très content. Je suis très content, je suis très heureux parce que ben voilà, c'est fou, c'est le lancement. Ça veut dire que c'est parti. C'est officiellement parti pour ce livre en langue roumaine et ça m'émeut parce que, comme je disais pendant que je parlais aux gens qui ont pris la peine de venir ce soir, je ne pensais pas il y a un an ou si j'avais dû imaginer ou si on m'avait dit il y a un an que je serais aujourd'hui en Roumanie pour présenter mon livre en roumain, j'aurais dit que c'était impossible. Ou j'aurais dit à la personne qui me disait ça, j'aurais dit mais tu es fou, tu es folle. Et donc voilà, donc je suis très, très heureux de ce qui se passe. On parlait il y a quelques minutes de ça. Qu'est-ce que tu attends? Comment t'imagines le lecteur? Comment t'imagines un lecteur qui aime? Comment t'imagines un lecteur qui n'aime pas? Ouais. Bah c'est différent aujourd'hui. Je m'en rends compte vraiment pour la première fois maintenant que j'ai rencontré des gens qui sont partis avec mon livre, qui sont des inconnus, qui sont des lecteurs potentiels. En français, j'avais la responsabilité de mon livre et puis j'avais cette possibilité d'échange direct. Et aujourd'hui, il y a un échange qui est indirect puisque le livre que les gens vont lire, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Anna qui a réécrit ce que j'ai écrit en français. Anna a réécrit en langue roumaine ce que moi j'ai écrit en français. Et ça veut dire que je leur parle d'une voix indirecte. Et je suis très... C'est une appréhension qui est vraiment, vraiment spéciale. C'est que je me dis, voilà, est-ce que ça va leur plaire quand même? Est-ce que... Alors c'est sûr, je sais que le livre a beaucoup plu et a bien marché en France. Donc j'ai une inquiétude un peu en moins, puisque je sais que des gens ont aimé en France. Je me dis que des gens aimeront aussi ici. Mais voilà, je me pose toutes les questions de savoir est-ce que l'humour que j'ai essayé de donner dans le livre va être perçu de la même façon? Est-ce que le livre va plaire comme il a pu plaire? Est-ce que les Roumains vont aimer ce livre? Voilà la question. En fait, c'est ta première expérience de traduction, en fait. Oui. C'est la tout à fait, toute première. Et tu perçois comme ça que c'est un peu un autre livre, en fait. C'est une partie au moins, c'est une façon de ne plus t'appartenir intégralement. Oui, ce livre ne m'appartient plus et c'est très bien, comme ça. C'est pour ça que j'aime que ce soit un objet différent. La couverture est différente de la couverture de l'édition française et c'est le cas pour toutes les éditions étrangères de ce livre. Et ça me plaît parce que ça veut dire que c'est un nouveau bébé, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle aventure qui est une aventure qui est différente. Et moi, je le vois vraiment comme ça. Je le vois pas dans la continuité de la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Je vois que l'aventure, dans le titre de la langue où je suis, en roumain ou dans une autre langue, est une nouvelle aventure qui part de ce premier livre, qui part de la vérité, mais qui est une nouvelle aventure et qui est une aventure qui est différente. Et ça me plaît parce que c'est très stimulant de se dire que c'est une nouvelle aventure, que c'est quelque chose de nouveau et que je ne suis pas en train de ressasser des choses dont je parle depuis déjà 8 ou 9 mois. Tu racontais à ton public que ton éditeur a donné ton livre tout au début de votre aventure ensemble à un critique français. C'était qui? Le premier du tout. Tu peux me dire? Non, je ne dévoile pas mes sources. Mais ce que je peux te dire, c'est que probablement la première personne qui a lu ce roman après Bernard de Fallois, je pense que c'est Marc Fumaroli de l'Académie française. Et ça m'a aidé ou le fait que Marc Fumaroli ait lu ce livre et l'ait aimé, ça m'a donné envie de poursuivre, ou ça m'a donné courage pour commencer l'aventure avec Fallois tel qu'il le proposait, c'est-à-dire ce pari un peu fou de commencer très vite, parce qu'au début, Fallois était le seul à avoir aimé ce livre. J'avais fait lire à quelques amis qui m'avaient dit oui, c'est pas mal, mais qui n'étaient pas aussi fous que Fallois. Fallois était vraiment fou pour ce livre. Il avait un amour véritable pour ce livre. Et je me suis dit, mais peut-être que c'est que lui, peut-être que tout d'un coup, pour une raison qui est la sienne, il est tombé en amour pour ce livre, et peut-être que c'est que lui. Et puis quand il m'a parlé de Marc Fumaroli et que j'ai rencontré Marc Fumaroli qui était très enthousiaste aussi, je me suis dit que voilà, peut-être la contagion peut-être pourrait se faire grâce à lui, grâce à Bernard de Fallois qui, comme je disais, a vraiment été à la source de tout. Oui, j'ai entendu ton histoire. En fait, je ne peux pas m'empêcher d'identifier, de constater la similarité, disons, parce que tu parles de ta relation presque
presque père-fils entre toi et ton éditeur. Et c'est clair que Marcus, dans ton livre, est à la recherche d'un maître, mais en même temps d'un père. Son père n'est pas du tout présent, ou il est toujours présent en background, c'est toujours la mère qui parle, et le père est quelque part, c'est toujours comme un écho, comme ça, et ça c'est intéressant. Ouais. Et alors, je découvre dans tout ce que tu as raconté pour le public ce soir, qu'il y a cette similarité entre la relation avec Kébert, et ta relation avec ton éditeur, à la recherche d'une filiation. Oui. Oui, mais il y a ce côté, voilà, il y a un côté très père-fils aussi entre Fallois et moi, parce que ne serait-ce que par le comportement de Bernard de Fallois à mon égard, qui est un comportement qui est bienveillant, qui n'est pas celui d'un éditeur, ou qui est aussi celui d'un éditeur, mais qui est celui d'un homme bienveillant, qui veut mon bien. Et ça, c'est quelque chose qui donne évidemment à la relation que j'entretiens avec lui quelque chose de très fort. Alors avec Magda, elle va être comme, elle va se battre comme une mère. Elle a déjà fait ça pour ton roman. Alors tu peux retrouver un côté maternel aussi. Mais tu as tout à fait raison. Elle l'est déjà et elle s'inquiète que je ne me nourrisse pas assez et que je sois bien, etc. Elle est adorable avec moi et elle prend grand soin de moi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que au-delà du gag et tout ça, c'est vrai qu'il y a, peut-être de par mon âge et que je suis potentiellement plus jeune que tous les éditeurs qui m'éditent. Alors, il y a des éditeurs qui sont jeunes, et c'est le cas de Magda, mais c'est vrai que je suis toujours dans un rapport d'infériorité, entre guillemets, c'est-à-dire plus enfantin. Pas inférieur, c'est peut-être pas le bon mot, mais plus enfantin, parce que je suis le petit jeune qui débarque avec mon livre sous le bras. Et donc, j'imagine que ça donne aussi aux éditeurs cette préoccupation. Tu te sens comme ça, parfois, le petit qui doit affronter le monde, qui parle de son livre? Non, je ne me sens pas comme petit, mais je me sens comme nouveau dans ce métier. Et je me sens comme étant en train d'apprendre un métier que je ne connais pas. Et je viens comme ça. Je viens en étant très curieux et très, très, très curieux, oui, de savoir comment ça marche, comment on fait un livre à l'étranger, comment ça se passe ici, comment ça se passera dans d'autres pays, parce que ce sont des étapes qui sont des étapes toutes nouvelles pour moi. Et alors évidemment que de venir faire la promotion du livre en Roumanie, il y a le mot promotion, ça veut dire qu'il y a un côté qui est de faire connaître ce livre en parlant du livre autour de moi ici, mais il y a aussi pour moi-même, pour ma connaissance personnelle, quelque chose qui est très, très intéressant, de venir apprendre ce métier qui est celui d'éditeur, écrivain, enfin le métier du monde du livre, et qui est un métier qui en plus est assez différent de si tu le pratiques en France, aux États-Unis, ou en Roumanie, ou en Espagne. Et donc je viens un peu prendre des leçons de comment tout ça fonctionne. Mais tu as fait tout par instinct, tu as lu tout simplement des livres et tu as appris en lisant, tu as appris à écrire d'une autre manière. Je ne sais pas, tu as trouvé d'autres manières pour apprendre, ou tu as fait tout simplement par instinct? Non, j'ai fait tout ça par instinct comme ça, tout bêtement, mais écrire un livre, c'est une chose, et puis après, tout le côté promotionnel, marketing, entre guillemets, tout ce qui est lié au livre, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne connais pas et que je peux apprendre, que j'ai la chance de pouvoir apprendre au fond sur le terrain en me promenant de ville en ville et de pays en pays pour essayer de demander, comprendre, voir un peu comment ça marche. Et ça, c'est très intéressant pour moi aussi. On parle beaucoup de tes références, il y a des critiques, des chroniqueurs. On parle de tes références, de la postmodernité, des tiroirs, de ton roman. Toi, tu as pensé à des références très précises. Tu as pensé à des œuvres, à des auteurs, à des films, je ne sais pas, que tu as intégrés dans tout ce mélange qui est le livre.
Non, à des films, pas tellement. À des livres, j'ai fait que ça, comme toujours. Je crois que celui qui écrit, il se nourrit de ce qu'il a lu, il me semble. Et donc, ne serait-ce que inconsciemment, j'ai forcément été inspiré par des livres que je ne pourrais pas te citer, puis c'était inconsciemment. Et consciemment, j'ai été inspiré par des lectures. Celle qui me frappe le plus, c'est Nabokov, parce que Nola, N-O-L-A, c'est un rapport direct à Lolita. Lolita, quand il en parle au début du livre, Lolita, c'était un jeu, mais c'est plus qu'un jeu, c'est un hommage. C'est un livre sur un livre, c'est un livre sur un professeur, c'est un livre sur la littérature et c'est un livre sur la construction de soi. Et donc c'était important pour moi de rendre hommage à des auteurs qui ont été importants pour moi. Mais j'ai réalisé par ce procédé deux choses. La première, c'est que j'ai lu des tas de livres sans forcément comprendre complètement ce que je disais. C'est le cas de Lolita, parce que j'ai lu ce livre quand j'avais 15 ans, à peu près. Et j'ai mentionné ce livre et je l'ai utilisé, en tout cas comme hommage et comme pensée pour mon livre à moi. Et puis j'ai relu, au mois d'août, je l'ai relu. Et j'ai découvert qu'en fait, c'était pas du tout ce que j'avais compris. C'est un livre différent. Et je ne me serais pas inspiré de ce livre, probablement. Parce qu'évidemment, quand tu lis ce livre quand tu as 15 ans ou quand tu as 27 ans, ta perception change. De même que si je le relis dans 40 ans, je le percevrai aussi de façon différente. Donc j'ai réalisé que les livres, au fond, n'étaient pas qu'un seul livre, mais qu'ils étaient plusieurs livres qui ont une résonance qui est différente à chaque étape de sa vie. Moi, par exemple, je pense que chaque personne peut penser à tout auteur qu'il veut et on peut fantasmer beaucoup par rapport à ton livre. Moi, par exemple, je pensais que tous ces incipites, tous ces débuts des chapitres où il y a chaque fois cette petite discussion entre Marcus et son maître, disons, ça m'a fait penser à Gide et à son roman Palude qui commence comme ça. Tu travailles? Ah oui, je travaille. Tu fais quoi? J'écris un livre. C'est ennuyant, c'est de la confession. Il y a une discussion comme ça entre, c'est pas un maître, mais c'est quelqu'un qui entre dans la chambre et qui voit l'autre un écrivain. Voilà. Moi, j'ai pensé à ça. Peut-être que toi, tu n'as pas pensé à ça. J'ai pas lu, mais... Voilà. Alors, chacun peut délirer comme il veut. J'ai encore une question et je finis. En fait, tu savais qui a tué Nola quand tu as commencé à écrire? Non, je ne savais pas et je ne voulais pas le savoir parce que j'avais ce plaisir de découvrir le texte en même temps que je l'écrivais. Et c'est amusant parce que la traductrice qui a parlé de son travail a dit qu'elle avait, elle, justement, fait en sorte de ne pas lire tout le livre afin de garder une partie de suspense à mesure qu'elle transformait ce livre de français en roumain. Et c'est à peu près ce que moi j'ai fait au fond quand j'ai écrit ce livre, c'est que je ne savais pas comment ça allait se finir et ça me permettait d'avoir le suspense et la surprise pour moi et ça c'était très agréable. Mais tu sais, moi je pense, si je me rappelle bien, peut-être je me trompe, mais je pense que tu n'as pas respecté une règle du maître qui dit, tu dois savoir au début, quand tu commences le livre, tu dois savoir comment ça va finir, n'est-ce pas? Absolument, c'est une règle que je n'ai pas respectée, tu as tout à fait raison. Tu es une très fine observatrice. Tu l'as mis, alors la règle, pourquoi tu as... Cette règle, et c'est très amusant que tu la mentionnes, parce que cette règle fait partie des règles dont je parle pour dire qu'au fond, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de vérité, en fait. Il y a une vérité à la fin de la fin, il y a une vérité sur la fin ou une règle. La vérité qu'on s'en fait, tu sais, la vérité, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités où il y a sa vérité. Il y a la vérité telle qu'on la vit et qu'on la perçoit, mais ma vérité, ta vérité, elle est forcément un petit peu différente. Même si on voit la même scène, si toi et moi on assiste à la même scène, notre perception de la vérité, de ce qui vient de se passer sous nos yeux, sera peut-être différente.